Et oui, François Fellman avait peur, lui aussi. Vous êtes de retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être. Et ce matin, on se pose ensemble une question dangereuse. Et si on arrêtait enfin d'avoir peur? Alors, quoique, parce qu'on a vu juste avant qu'avoir peur, finalement, c'est très sain et même un de nos réflexes primaires de survie. Et justement, on poursuit plus précisément sur ces phobies qui, elles, pour le coup, peuvent nous gâcher la vie. Vous êtes toujours avec nous pour en parler, professeur Antoine Pellissolo. Vous êtes chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Alors, la peur, même donc si on va jusqu'à la phobie, on vient de le dire, est-ce que c'est quelque chose qui touche, vous dites, plus les femmes que les hommes, mais il n'y a pas de sous-entendu sexiste là-dessus, c'est les chiffres, c'est celles que vous voyez le plus en consultation pour ça, ce sont des femmes. C'est vrai, et dans tous les pays et depuis longtemps, donc probablement c'est quelque chose d'assez fort. Bon, les explications sont sûrement multiples, mais elles sont sûrement, encore une fois, on le disait, un peu culturelles, les comportements qu'on acquiert très tôt dans la vie. Et c'est vrai pour la plupart ce qu'on appelle les troubles émotionnels, certaines formes de dépression et les troubles anxieux. Les enfants aussi peuvent avoir des phobies au sens pathologique du terme, ou c'est vraiment un truc d'adulte? Non, alors c'est vrai que ça on n'en parle peut-être pas assez, mais les phobies débutent en général dans l'enfance, c'est-à-dire apparaissent dans l'enfance. Certaines apparaissent et disparaissent, parfois même c'est vraiment pas des phobies, c'est des peurs un peu exagérées, vous savez, tous les rituels du coucher, etc. L'histoire des fantômes, c'est une façon sûrement de passer un cap particulier comme ça, de la croissance et de la maturation, mais parfois ça commence vraiment avant 10 ans et ça va durer parfois toute la vie. Et ça commence rarement à l'âge adulte, les phobies. Il y en a quelques-unes qui sont autour de ce qu'on appelle l'agoraphobie, on va peut-être parler, la foule, et des attaques de panique, oui, enfin c'est entre autres. Mais sinon, le plus souvent, c'est enfance ou adolescence, le début. Donc il y a beaucoup de petits qui en souffrent, qui ont du mal à l'exprimer, ou en tout cas chez qui c'est un peu caché, et c'est important peut-être de les faire parler, parce qu'il y a beaucoup de choses pour les aider en fait, qui marchent bien. Clément ? Et est-ce que c'est lié à l'imagination chez les enfants? Plus un enfant a d'imagination, plus il peut se fabriquer des peurs, ou pas du tout? Ça peut jouer sûrement un rôle, puisque dans ce qu'on imagine, on n'a pas de certitude sur d'où ça vient, tout ça. C'est toujours assez mystérieux, mais il y a une partie, que je vous disais, qui vient sûrement de notre programmation, donc c'est un peu la constitution. On a des peurs programmées, et puis parfois chez certains, probablement des vulnérabilités excessives à la peur. Et puis il y a tout ce qu'on voit autour de nous, et les enfants sont quand même sans imagination, sensibles à tout ce qu'ils captent comme message de leurs parents. Quand les parents ont eux-mêmes des frayeurs, c'est assez transmissible, entre guillemets. Et puis il y a aussi ce qu'on entend à la radio, ce qu'on voit à l'extérieur de soi, et donc forcément ça les marque. Et certains ont en plus, c'est un troisième facteur, évidemment leur vie intérieure qui va produire un certain nombre de fantasmes, de rêves, de cauchemars, et effectivement tout ça se coagule un peu. On va terminer sur les enfants, mais sur un enfant froussard, on va dire, c'est quelque chose de classique, ils ont des peurs, vous l'avez dit, ça fait partie même de la construction, du développement, mais à partir de quand on doit se dire, tiens, chez mon gosse ça devient un peu maladif, il faut consulter, c'est quoi les signes d'alerte? C'est vraiment quand on a l'impression qu'il y a en gros ce qu'on appelle une souffrance, c'est-à-dire que un peu tous les jours, il y a des pleurs, ou il y a des réticences à faire les choses. Le plus net dans quelque chose qui est anormal, c'est que quand la peur prend le contrôle de ce que vous devez faire, c'est-à-dire qu'au lieu d'appréhender un peu, puis après on surmonte, non, je peux pas y aller. Et typiquement chez les enfants, c'est la peur d'aller à l'école, la peur d'aller avec d'autres faire des activités, de croiser certains animaux, certains lieux. Donc dès qu'en gros, on n'arrive pas à passer au-delà de ce moment d'inquiétude, et pas de manière juste momentanée, c'est que ça dure des semaines, voire éventuellement des mois. Donc là, c'est bien de ne pas trop traîner. Et comment on réagit avec un enfant qui a peur, justement? Est-ce qu'on l'aide à surmonter, ou est-ce qu'on le surprotège pour éviter la peur? D'après vous? Il n'a pas d'enfant, c'est pour ça qu'il vous pose vraiment la question. Je vous demande, mais j'imagine que c'est la même chose pour un adulte. Le mieux, c'est de s'y confronter. Parce que lui, il a peur des autruches et des enfants, donc c'est pour ça qu'il se prépare avec vous. Et des enfants qui ont des autruches. Évidemment. Non, mais alors vraiment, c'est entre les deux, ce qu'on dit toujours, c'est-à-dire qu'il faut ni pousser évidemment l'enfant à aller tout de suite au feu, entre guillemets, ni le surprotéger, parce que sinon, on n'apprend pas. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est écouter, donc dire pourquoi, enfin, essayer de comprendre, parce qu'il y a toujours des petites raisons un peu cachées. Et donc le dialogue, l'écoute, et puis l'accompagner petit à petit. C'est comme ça qu'on surmonte les choses, en étant souvent accompagné par les parents, parce qu'ils sont là comme des guides. Et puis petit à petit, je fais de plus en plus moi-même, et donc je prends confiance en moi. Le 90% des cas, ça se passe très bien, par ce biais-là, spontanément ou avec un petit peu d'effort. Et puis il y a les 10% qui restent, où là, il faut peut-être un peu plus avec un spécialiste qui va pouvoir démêler les choses. Alors justement, on parle de guérir de sa phobie, et de se confronter, comme vous le disiez, Clément, à sa peur. Est-ce que le traitement, ça passe toujours par une sorte de
désensibilisation. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, mais alors au départ, ça se fait spontanément, c'est-à-dire qu'on le fait sans le savoir en fait. Et heureusement, la plupart du temps, toutes les peurs qu'on peut avoir, diverses, on finit par petit à petit s'y confronter parce qu'on se raisonne, parce qu'on est aidé, et puis parce que des fois aussi ça va se dissoudre tout seul. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est un problème d'apprentissage. Les phobies, ce sont des peurs apprises de manière excessive, ou en tout cas enregistrées de manière excessive. Donc il faut les déprogrammer. J'allais dire, pour ça, c'est la TCC, ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, ça, c'est vraiment la méthode la plus structurée. Quand on n'arrive pas à faire soi-même, on essaye d'analyser le problème, comme je vous disais, parce qu'il faut essayer de comprendre quand même qu'est-ce qu'il y a comme facteur explicatif. Et puis, dans tous les cas, il faut se dire que l'objet dont on a peur n'est pas vraiment dangereux. Puisque c'est le principe, si vous avez peur d'un tigre, vous n'avez pas une phobie des tigres, vous n'allez pas lui serrer la main comme ça spontanément. Donc il faut que l'essentiel, c'est de déprogrammer cette réaction de peur et surtout de s'y habituer. Et en fait, quand on a une phobie, on a à la fois une double peur, on a la peur de l'objet en lui-même, mais ça reste souvent très exagéré, puisqu'on a conscience soi-même que c'est absurde en général, mais surtout on a peur d'avoir peur. C'est-à-dire qu'on sait que quand on va être mal, et on anticipe encore plus, et en fait on a peur d'avoir peur. Donc il faut se désensibiliser, parce qu'il ne suffit pas de dire c'est pas dangereux, c'est pas intellectuel comme démarche, c'est pas une psychothérapie au sens donc les gens qui ont peur de chiens, vous les amenez d'abord devant des chihuahuas et puis après vous grossissez. Il faut le vivre avec les tripes, c'est-à-dire être confronté de manière progressive. Donc tout le secret de la méthode, c'est de le faire par étapes, mais il faut à un moment donné, comme on dit un peu comme les allergies, où on injecte un petit peu du produit pour s'y habituer, là on injecte un petit peu l'objet petit à petit, pour pas que ça soit brutal, sinon c'est traumatisant, pour que l'organisme comprenne, c'est pas intellectuel, mais c'est vraiment l'expérience que finalement on peut être en sécurité malgré tout. Mais alors les résultats justement de sortir de sa phobie, vous pouvez les obtenir en combien de temps? Je veux dire, un agoraphobe, vous le remettrez dans un centre commercial en combien de temps? Alors évidemment, ça dépend des phobies. Les phobies les plus simples, en général, c'est les animaux, l'obscurité, des choses comme ça assez banales, ça peut aller très vite. Ah oui. Quelques séances parfois, mais en général, donc, c'est une dizaine de séances. 3-4 mois, quelques semaines. Ouais, quelques semaines. Mais alors, l'agoraphobie, par exemple, ou d'autres phobies qu'on appelle plus complexes, souvent, il y a d'autres choses derrière. Donc ça va être un peu plus long, mais c'est quand même une histoire de quelques mois. C'est pas des années, normalement. Pour toutes les phobies, il n'y a aucune phobie qui ne se soigne pas. L'autruche, c'est particulier, c'est incurable. Le niveau de complexité, alors ce qu'on appelle un peu les scénarios, c'est-à-dire les gens qui imaginent tellement de trucs dans les situations d'enfermement, etc. Il faut quand même souvent un peu nettoyer des peurs qu'il y a et parfois des traumatismes qu'il faut aborder aussi un petit peu en parallèle. Mais c'est vrai que sinon, normalement, comme la peur est exagérée et ne s'appuie pas sur un vrai danger, on peut la désapprendre. Alors il y a une expérience, moi, que j'ai souvent partagée avec pas mal de collègues. On a plus de mal, par exemple, avec la phobie des chats en particulier, qui est assez fréquente. Les thérapeutes ont eux-mêmes souvent un peu du mal parce que, vous voyez, il faut amener un chat à la personne et les chats, ça se laisse pas manipuler comme ça. Les chats plus que les chiens. Donc c'est souvent un petit peu plus dur. Bizarrement. Alors, ça veut pas dire qu'on n'y arrive pas, mais ça veut dire que c'est un petit peu plus dur en général. Je crois qu'il vous arrive d'utiliser la réalité virtuelle aujourd'hui pour traiter. Bien sûr, il y a les thérapies dont on vient de parler. Il y a les médicaments, vous nous direz peut-être si on en utilise parfois, mais en tout cas, la réalité virtuelle, comment ça se passe? Alors, c'est vraiment dans la même idée, puisqu'il faut s'habituer à se confronter, à rencontrer la situation. On le fait encore plus en préparation, c'est-à-dire avant de le faire en vrai, parce qu'il faut quand même le faire en vrai, on dit in vivo, mais c'est pas mal de le faire avec des images. Alors avant, on faisait des photos, tout bêtement, et puis maintenant, comme il y a les 3 dimensions dans la réalité virtuelle, et puis vraiment avec une immersion. Avec un vrai casque. On voit en 3 dimensions, et puis surtout, on peut interagir. Vous pouvez vous promener dans un zoo où il y a des autruches, monter dans un avion, parce que là, typiquement, on peut pas le faire tous les jours, théoriquement. Oui, pour ceux qui ont peur de prendre l'avion, c'est génial. Exactement. Et où là, on peut simuler, et le cerveau se laisse prendre, parce qu'en fait, la peur, c'est toujours une simulation. Vous imaginez plein de choses. On m'a dit qu'il y avait même des casques avec des odeurs, ces possibilités de mettre des odeurs. On peut toucher, on peut caresser des araignées, on peut faire plein de choses. Mélanie parlait de médicaments pour les phobies. On n'en prend pas, même pas d'anxiolytiques pour calmer les plus paniqués? A priori, non, c'est pas une bonne idée. De faire comme ça, parce que finalement on passe le cap, mais au fur et à mesure on va finir par se dire que c'est comme ça qu'on peut surmonter sa peur, et c'est une mauvaise solution, parce qu'elle ne marche pas à long terme, et puis en plus il y a un petit souci souvent avec ces anxiolytiques, d'une forme de dépendance qui peut se mettre en place, et vraiment ça ne guérit pas. Il y a quelques cas de phobie assez complexes, je vous disais agoraphobie, phobie sociale, c'est une autre forme assez complexe de phobie, où parfois pour calmer ce qu'on appelle les attaques de panique, un traitement de fond, mais vraiment c'est pas un anxiolytique, c'est plutôt un antidépresseur dans ce cas-là, peut être justifié. Mais il faut vraiment voir un spécialiste et puis réfléchir si c'est la bonne solution.